Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Car je sais que c'est beaucoup d'énergie et merci de nous donner la possibilité de nous entretenir tous ensemble pendant une durée relativement longue, parce que ce n'est pas le cas de tous les colloques, de pouvoir passer ensemble une journée pour nous pencher sur la place que nous laissons aujourd'hui à cet animal sauvage. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été sollicitée pour aborder devant vous les atteintes qui sont faites à l'animal sauvage libre et d'explorer les différentes réponses que le droit apporte à ces situations. Alors, je ne vais pas vous cacher que sur ce point, malheureusement, les choses ne sont pas au beau fixe, puisque les textes actuels sont très parcellaires. On condamne uniquement les atteintes qui sont faites aux espèces protégées. Et l'animal sauvage n'est pas considéré, on l'a déjà entendu, en sa qualité d'être vivant sensible. Alors, cette absence de protection juridique nous interpelle tous, on l'a déjà entendu ce matin, mais je souhaiterais revenir sur 3 raisons qui, à mon sens, devraient justifier justement une évolution de cette situation juridique. Alors, je vais rappeler peut-être quelques éléments qui ont été abordés ce matin, mais il y a des personnes qui n'étaient pas présentes ce matin, donc je pense que ça sera l'occasion pour elles d'entendre quand même des éléments qui me semblent importants. La première raison, c'est que la science nous apporte constamment des preuves de l'existence d'une individualité de l'animal sauvage libre. En effet, on a entendu ce matin qu'il y a un certain nombre d'études qui permettent de démontrer que ces animaux sauvages sont intelligents, sont sensibles, qu'ils ont des émotions, de la joie, de la souffrance. Et surtout, ce qui est important, c'est que chacun est un individu qui présente un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres. Chacun a bien une personnalité distincte. Certains sont curieux, joueurs, craintifs. D'autres, à l'inverse, vont aimer la compagnie. Mais on ne peut pas, en fait, ne pas considérer que nous sommes en présence d'une communauté composée d'individus. Et à partir du moment où nous disposons en fait de ces données, de ces éléments probants scientifiques, effectivement, on se demande comment le droit ne prend pas en compte tous ces retours terrain qui sont très largement documentés. Et d'ailleurs, depuis de très nombreuses années, les différents scientifiques qui sont intervenus ce matin n'ont eu de cesse de le répéter. Donc, c'est vraiment le premier élément qui me semble important à prendre en compte pour faire ouvrir les yeux, notamment aux législateurs, sur la nécessité de transformer le statut de l'animal sauvage. La deuxième raison est qu'on ne peut évidemment pas rester insensible aux images auxquelles on est confronté, qui sont d'une extrême violence, lorsqu'il y a des atteintes qui sont portées aux animaux sauvages. D'ailleurs, pour ceux qui regardent certaines de ces images, on a vraiment du mal à s'en défaire par la suite. Je ne sais pas si vous avez eu, comme moi, la très mauvaise idée de visionner la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, où on voit un groupe d'individus porter atteinte à un blaireau, en lui assénant un certain nombre de coups de pied, une fois qu'il est à terre, en l'écrasant, en finissant par des coups de bâton. Ça paraît effectivement extrêmement étonnant que de se dire que ces actes de cruauté ne vont pas faire l'objet d'une sanction. Alors, ils peuvent faire l'objet d'une sanction, j'allais dire, mais là encore, faut-il que les juges se donnent les moyens, eux aussi, d'œuvrer en faveur de la protection de l'animal. Je m'explique. Dans cette affaire à l'égard du blaireau, affaire pour laquelle d'ailleurs la LFDA a porté plainte, les juges vont avoir la possibilité de considérer que cet animal était captif au moment où les coups lui ont été portés. Et dès lors, il tombe sous le coup de l'incrimination qui est prévue par l'article 521-1 du Code pénal. Alors, j'espère que les juges vont aller peut-être avoir le courage ou oser la même fermeté qu'il y a quelques années lorsque nous avons eu enfin la première sanction à une peine de prison ferme quand il y a eu un chaton qui avait été maltraité et dont l'auteur des maltraitances s'était largement vanté en diffusant la vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, ce petit chaton, à l'époque, il était individualisé, je crois qu'il s'appelait Oscar. Pour le blaireau, il n'y a pas de prénom, mais pour autant, on ne peut pas considérer qu'il ne s'agisse pas d'un individu qui mérite effectivement une protection. Le blaireau, le pauvre, il est également soumis à d'autres actes. Que peut-on penser de la vénerie ? Cette action par laquelle, effectivement, le blaireau va être extirpé de terre avec des pinces métalliques, jeté en pâture aux chiens, même si, je vous le rappelle, il y a quand même un arrêté de 2019
qui interdit d'exposer l'animal au chien avant même que celui-ci ne soit mort. Donc c'est vrai que c'est très étonnant de se dire que dans notre pays, on maintient certaines pratiques d'un autre temps. On a parlé ce matin de la chasse à la glu. On nous a rappelé d'ailleurs que la France avait été condamnée par la Cour de justice européenne. Et j'ai voulu rappeler ces exemples parce que je trouve d'autant plus étonnant qu'on continue finalement à autoriser ces actes de cruauté alors même qu'on nous enseigne de plus en plus ce qu'on appelle la théorie du lien. Et cette théorie du lien, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une théorie qui met en avant qu'il y a un lien direct entre les violences domestiques, ce qu'on appelle les violences domestiques, et la maltraitance animale. Donc je pense que c'est un élément qui doit conduire, là encore, une évolution de notre droit. Et enfin, la troisième raison que je souhaiterais évoquer pour montrer effectivement cette nécessité d'évoluer dans notre législation, c'est que là encore, actuellement, je pense que rien ne peut justifier qu'au cours de sa vie, un individu, un animal, puisse passer d'une catégorie juridique à une autre catégorie juridique et donc changer de statut, ce qui va avoir pour conséquence que selon les moments de sa vie, il ne bénéficiera pas de la même protection. Je m'explique. Un certain nombre d'animaux, au cours de leur vie, changent de catégorie. Il y a eu, il y a quelque temps, l'ouverture de la période de chasse. Chaque année, effectivement, vous avez des animaux qui sont élevés pour ensuite faire l'objet d'un lâcher à l'ouverture de la campagne de chasse. Ce n'est pas du tout un exemple anecdotique. On estime qu'il y a un peu plus de 20 millions d'animaux qui sont dans cette situation. Donc ces animaux-là, lorsqu'ils sont élevés, sont sous la protection, puisqu'ils relèvent de l'article 521-1 du Code pénal, dont on reparlera dans un petit moment. Et à partir du moment où ils sont lâchés, puisqu'ils redeviennent, ils rentrent à nouveau dans la catégorie de l'animal sauvage, ils ne bénéficient plus de cette protection. Ce matin, M. Schetzer, vous parliez également des lapins. C'est vrai qu'un lapin peut être un animal domestique, un animal de compagnie, un animal sauvage. C'est vrai pour le rat également, ou pour la mygale, nouvel animal de compagnie, les fameux nacs. Pourquoi relèvent-ils, alors même qu'ils vivent avec une certaine proximité avec nous d'une protection, et dès lors qu'ils sont un peu plus éloignés de nous, dans leur milieu naturel, ils ne bénéficient pas de cette protection. Je voudrais prendre avec vous un dernier exemple, justement le chat. Le chat, s'il provient d'un élevage, le chat est un animal qui va être qualifié d'un animal de rente à partir du moment où il est dans l'élevage et où il est destiné à procurer un avantage économique à son éleveur. À partir du moment où vous l'adoptez, ça devient un animal de compagnie. Imaginons que ce chat s'échappe, reparte à la vie sauvage, on pourrait considérer qu'il redevient un animal vivant à l'état sauvage et dès lors ne bénéficierait plus d'une protection. Donc, je crois qu'à travers tous ces exemples, vous l'avez bien compris, on est effectivement face à une incohérence juridique. Et pour comprendre, j'aimerais bien revenir aux fondamentaux du droit, pour comprendre avec vous pourquoi nous sommes dans cette situation. Dans notre système juridique, nous avons le droit civil qui constitue le droit commun. Et ce droit civil, qui est donc le droit commun, a vocation à encadrer l'ensemble des situations. Donc les animaux sauvages relèvent du Code civil. D'ailleurs, on les trouve dans deux catégories, que sont ce qu'on appelle les choses sans maître et les choses communes. Alors, ce sont les articles 713 et 714, je ne vais pas m'appesantir sur la numérotation, ça n'a pas grand intérêt, mais simplement pour que vous en ayez déjà entendu parler. Ces deux articles sont applicables donc à ces catégories. Ce qu'on appelle les choses sans maître, on les trouve également sous une autre dénomination, c'est ce qu'on appelle les res nullus. Et ces res nullus, ça renvoie à la catégorie des animaux qui vont pouvoir être appropriés, par exemple à l'occasion d'un acte de chasse. Les choses communes, ce sont ce qu'on appelle les res communis, et elles, ce sont des choses qui n'appartiennent à personne et qui, à la différence des précédentes, en principe, ne sont pas appropriables. C'est le cas des espèces protégées. Et puis, on a la réforme de 2015. Cette réforme de 2015 a permis, à mon sens, de créer un statut civil général de l'animal. Le fameux article 515-14, je vous le rappelle, dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc la question qui se pose, c'est
eh bien, à mon sens, de savoir quel est le champ d'application de cet article. Une partie de la doctrine considère que cet article, puisqu'il est inscrit dans le Code civil, donc le droit commun, que cet article est effectivement applicable à l'ensemble des animaux, étant entendu qu'il n'est pas précisé dans le texte les différentes catégories d'animaux concernés. A priori, donc, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les animaux captifs ou non, entre les animaux domestiques ou sauvages. Par ailleurs, on peut également souligner que dans cet article, il n'y a aucune référence à la dimension d'appropriation de l'animal, contrairement à un autre article qui faisait déjà état de la sensibilité de l'animal, qui est le fameux article L214-1 du Code rural, qui lui reconnaît la sensibilité de l'animal, qui est placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Mais pour autant, la solution, elle ne réside pas simplement dans cette interprétation de l'article 515-14, parce qu'en fait, ce n'est pas suffisant pour assurer la protection de l'animal sauvage, parce que ce qui va manquer, eh bien, ce sont les sanctions pénales. L'article 521-1 du Code pénal, qui, lui, réprime les actes de cruauté, concerne uniquement, à l'heure actuelle, les actes qui sont commis à l'encontre des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Donc là, on a beau faire tous les raisonnements juridiques que l'on souhaite, on ne pourra pas appliquer, en l'état actuel du droit, cet article 521-1 du Code pénal à l'animal sauvage libre. Alors, on peut se tourner vers d'autres dispositions, le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement contient évidemment un certain nombre de dispositions qui sont applicables aux animaux sauvages. Mais il permet principalement de sanctionner les atteintes, je l'ai déjà dit, qui sont portées aux espèces protégées, et puis également à la protection de l'habitat. Donc en fait, on n'a pas de disposition qui protège l'animal sauvage libre en sa qualité d'être vivant sensible. Donc la conclusion, c'est que certes, nous pouvons convoquer, à force de raisonnement, nous pouvons bien convoquer le droit civil pour reconnaître la sensibilité de l'animal sauvage, mais le droit pénal, qui lui, je vous le rappelle, a quand même vocation à protéger, eh bien ce droit pénal est défaillant. Donc la seule voie possible, c'est ce que je vous ai dit pour sanctionner des sévices graves, revient pour les juges à considérer que l'animal qui a fait l'objet d'actes de cruauté eh bien, était captif au moment où il a subi cette agression. Aujourd'hui, il nous faut bien nous interroger sur la suite et comment sortir de cette situation que je qualifie à juste titre, il me semble incohérente, qui nous amène à différencier entre les animaux qui sont à protéger, c'est-à-dire ceux qui sont sous la garde de l'humain, et les autres. En fait, si on pousse le raisonnement jusqu'à son terme, on pourrait même imaginer que ce qui conduit à considérer qu'un animal est sensible, c'est son appropriation par l'homme. Et là, je rejoins ce qui nous a été dit il y a un instant par Nicolas Hulot, ça me semble parfaitement absurde. Ce n'est pas l'appropriation qui confère la sensibilité à l'animal, évidemment. Les scientifiques pourront en attester. Alors, quelle est la solution qui s'offre à nous ? Lorsque la situation semble, comme c'est le cas en ce moment pour l'animal sauvage, lorsque la situation semble figée, je pense qu'il est bon de regarder aussi ce qui se pratique ailleurs. Nicolas Hulot, dans son intervention, nous disait « Je pense que la France peut donner l'exemple ». Moi, je pense aussi qu'on peut aller chercher des exemples ailleurs qu'en France. Et ça peut être intéressant. Donc, il va être intéressant de se tourner vers l'extérieur pour justement vérifier si cet état du droit constitue une spécificité française ou bien si l'animal sauvage se trouve réduit au même rang d'invisible dans les autres pays, dans les autres législations. Alors, on n'a pas le temps d'opérer la comparaison à l'échelle internationale, donc je vais me contenter d'une comparaison à l'échelle du continent européen. Dans le continent européen, ce qu'on constate, c'est que l'animal est protégé par un ensemble de dispositions qui sont, selon les pays, soit de nature constitutionnelle, soit de nature législative. Il y a plusieurs pays qui ont effectivement intégré dans leur constitution un principe général de protection des animaux. L'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse. Plusieurs autres États de l'Union européenne possèdent une législation en matière de protection des animaux qui s'applique non pas aux seuls animaux domestiques, captifs ou apprivoisés, mais à l'ensemble des animaux,
donc également aux animaux sauvages vivant à l'état de liberté. On trouve ce type de législation dans l'État de Chypre, en Irlande, en Finlande, et également une législation que je trouve particulièrement intéressante et sur laquelle on pourrait s'appuyer, c'est celle du Luxembourg. En 2018, ce pays s'est doté d'une nouvelle législation qui a pour objectif d'assurer, les termes sont importants, la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Et ce qui nous intéresse principalement, c'est que cette loi s'applique à tous les animaux vertébrés ainsi qu'aux céphalopodes. Donc en conclusion, le législateur français pourrait utilement, il me semble, s'inspirer de ces exemples pour protéger les animaux sauvages, quel que soit l'état de conservation des espèces. Finalement, ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut prendre en compte si on veut protéger l'individu. On ne peut pas continuer à appréhender l'animal sauvage uniquement sous le prisme de l'espèce, comme c'est le cas en droit de l'environnement. Donc, il faut nécessairement se détacher du droit de l'environnement pour, effectivement, créer une autre forme de protection, des dispositions qui seraient intégrées dans un droit qui pourrait être le droit de l'animal ou le droit animalier, qui contiendrait l'ensemble des dispositions applicables aux animaux. On a plusieurs voies qui sont possibles. La première, ça serait d'insérer, mais qui va à l'encontre de ce que je viens de vous dire précédemment, un nouvel article dans le Code de l'environnement qui pourrait disposer que les animaux sauvages, dotés de sensibilité, vivant à l'état de liberté, ne peuvent pas intentionnellement être blessés, tués et capturés. Et puis, je vais me baisser pour récupérer du coup la petite... Alors, je veux bien peut-être un petit peu d'aide, je suis désolée. L'autre voie possible, c'est d'opérer une modification du code pénal. En fait, ça serait de compléter le code pénal et l'article 521-1 dont je vous ai déjà parlé, pour effectivement ajouter tout simplement à la liste des animaux qui sont indiqués dans cet article, les animaux sauvages vivant à l'état de liberté. Alors, cette deuxième possibilité est d'autant plus intéressante que dans la loi qui est sur le point, qui est en passe d'être votée, il y a une aggravation également du quantum des peines qui est prévue, parce que ce que vous voyez ici, j'allais dire c'est l'article actuel, où les actes de cruauté sont passibles d'une amende à hauteur de 30 000 € et de 2 ans d'emprisonnement. Les peines devraient être aggravées pour basculer sur 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Vous confirmez ce que je viens de dire, M. Dombreval. Donc j'ai conscience effectivement de la difficulté de franchir ce pas, parce que certains s'interrogent sur les conséquences pour l'homme d'une telle reconnaissance de la sensibilité de l'animal sauvage, de l'interdiction d'effectuer des actes de cruauté à l'encontre de ces individus. Mais je crois qu'on peut quand même affirmer sans aucune réserve que cette avancée ne produirait aucun effet négatif pour l'homme. On a pu constater que la reconnaissance de la sensibilité par l'article 515-14 du Code civil, donc qui concerne a priori les animaux domestiques et assimilés, n'a pas eu pour conséquence des interdictions par rapport à l'utilisation de l'animal. De même, je vous rappelle que nous n'avons strictement rien perdu lorsque l'Union européenne a interdit, et ça date de 1991, l'utilisation des pièges à mâchoire parce qu'ils n'étaient pas conformes justement aux normes internationales de piégeage sans cruauté. Donc le législateur doit venir préciser sans ambiguïté que l'animal sauvage est un être vivant sensible qui doit être protégé. Nous ne perdrons rien en protégeant cet individu. Par contre, je pense que notre société en sortirait grandie et cela permettrait de repenser plus globalement notre rapport au vivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.